Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Aujourd'hui, le thème du jour est l'ISS. Alors, je vous annonce directement le sujet. Je voulais pas faire du suspense aujourd'hui parce qu'il faut essayer un petit peu de changer la recette. Avec Thierry, on parle souvent et on s'est dit, c'est vrai que l'ISS et le côté un peu spatial, c'est quelque chose qui fait rêver. On entend souvent parler de cette notion-là et de ce terme-là, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Donc, je me suis posé la question. Thierry a décidé de prendre en main cet épisode pour nous faire vivre la passion de l'espace avec vous. Mais au fait, Thierry, c'est quoi l'ISS? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors effectivement, ouais, j'ai voulu parler de l'ISS, principalement parce que dans le précédent épisode, comme tu disais dans l'introduction, je faisais des sujets chiants, parce qu'effectivement on parlait de la TVA. Donc je me suis dit, allez, pour compenser le sujet chiant de la TVA, on va faire un petit peu rêver les gens en espérant que ça va équilibrer un petit peu tout ça. Je pense que tu es pour. Je suis pour, je suis pour. Très bien. Alors, donc, la station spatiale internationale, donc SSI, alors on parle d'ISS en général, puisque ça vient simplement de l'anglais, puisqu'en anglais, du coup, c'est l'International Space Station. Ok, Donc, c'est, comme son nom l'indique, une station spatiale qui est en orbite basse autour de la Terre. ok. Il faut savoir qu'elle est occupée en permanence par une équipe internationale d'astronautes. Forcément, on ne va pas la laisser toute seule se débrouiller, hein, ça serait quand même mieux qu'il y ait toujours quelqu'un à bord. D'accord, oui, Donc, oui, ça paraît logique. voilà, donc il y a sans arrêt des astronautes et des cosmonautes. Je te ferai pas la question de savoir la différence entre un astronaute et un cosmonaute. Non, ça c'est un autre sujet, un autre épisode, non? Mais si tu as la Non, réponse. l'astronaute, c'est le terme pour les Français. Les cosmonautes, c'est les termes pour les Américains en général, tout D'accord, simplement. c'est la même chose, mais en fonction des pays. D'accord, qui varie. C'est Ok, ça. très bien. Et donc, ils mènent des recherches scientifiques dans l'IA, évidemment, l'environnement spatial. D'accord. Donc, il faut savoir, comme on disait, que c'est donc une structure internationale et il y a principalement 5 structures qui y participent. Alors là, par contre, je ne vais pas dire à chaque fois au niveau des acronymes à quoi ça correspond, mais il y a, bon, bien entendu, et c'est certainement la plus connue, la NASA, donc au niveau Pour, des États-Unis. d'accord, Il y a on va dire l'équivalent russe qui s'intitule Roscosmos. d'accord. Évidemment, l'Europe, avec l'ESA, donc ESA. Ça, pour ceux qui ont suivi un petit peu, on en reparlera rapidement, mais de Thomas Pesquet, on en parle régulièrement. Et puis, il y a également le Japon, avec donc la JAXA, J-A-X-A, et le Canada, qui est le CSA, qui évidemment n'a strictement rien à voir avec celui qui régule l'audiovisuel en France. D'accord, donc d'accord, on a des pays, États-Unis, Russie, Japon, Canada, et puis l'Europe, qui de toute façon souvent regroupe hein, par rapport aux pays leurs ressources. D'accord. Ouais, Donc c'est intéressant parce que c'est quand même assez international. On a un pays comme les États-Unis et un autre comme la Russie. On n'a peut-être pas souvent l'habitude de les voir travailler, on va dire ensemble, y compris dans le domaine spatial. Donc en tout cas, ils participent tous à l'ISS. exactement, surtout qu'en plus, évidemment, il y a eu toute la période de la guerre froide avec Spoutnik côté russe et Voilà, puis Apollo côté états-unien. La course et puis la course aux premières hommes sur la Lune. Je sais que ça a été quand même quelque chose Absolument. de très Et développé. donc ça, c'est pour le côté, on va dire, historique. Et puis, il y a même récemment où il y a eu dans l'ISS des cosmonautes donc américains et des astronautes russes en même temps, avec le contexte, on va dire, géopolitique qu'on connaît. Et aux dernières nouvelles, tout s'est bien passé. En tout cas, il n'y a pas eu de mort sur site. D'accord. Alors maintenant, je me pose la question, parce que comme tu parlais un petit peu tout à l'heure de recherche dans certains domaines, Mhm. euh, qu'est-ce que fait exactement l'ISS? Donc l'ISS, en fait, c'est un laboratoire unique et ça permet en fait principalement de mener des recherches dans de nombreux domaines. Alors, notamment, il y a le domaine de la science de la vie, donc les effets, par exemple, de la micropesanteur sur le corps humain, l'étude de l'impact des radiations spatiales sur les cellules. Quand on pense par exemple à l'effet, avec, on a tous entendu parler du trou dans la couche d'ozone, on se pose la question des conséquences. Ils font ces études justement dans la Station spatiale internationale.
Il y a également sur la science des matériaux, donc le développement de nouveaux matériaux plus légers et plus résistants, et puis également l'étude du comportement donc, de ces matériaux dans l'espace. Il y a euh, alors la science de la Terre. Alors j'avoue que sur le coup, j'y ai même pas pensé tellement ça paraît évident, puisque c'est l'observation de la Terre depuis l'espace pour mieux comprendre typiquement le changement climatique, la pollution et d'autres problèmes environnementaux. Parce que Ouais. forcément, par des définitions, on a un gros recul. Et pour ceux qui sont un peu intéressés à ces sujets, on voit des images. Euh, J'en reparlerai, mais par exemple de Thomas Pesquet sur ces deux missions j'allais dire qui s'amusaient, non, il n'y a rien de marrant, mais qui comparaient deux clichés à peu près identiques entre ces deux passages et on voyait vraiment des différences. Et puis enfin, il y a l'astronomie et l'astrophysique, donc l'observation de l'univers depuis l'espace, sans Ouais. avoir d'interférence avec l'atmosphère terrestre. D'accord. Oui, c'est assez varié au final. C'est vrai que la partie pollution, changement climatique, un peu comme toi, j'avais pas forcément pensé en premier, mais c'est logique. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est passionnant, je veux dire, à mon avis. Déjà, ça permet d'avoir beaucoup de données, beaucoup d'infos, et puis eux doivent s'éclater en haut à faire toutes ces recherches-là. Alors après, j'ai pas fait plus de recherches et je pense que ça pourrait être presque un épisode à part entière, mais oui, très certainement. Bon, de toute façon, en général, du moment où ça touche à l'espace, par définition, ça passionne. Quel enfant, pour pas dire quel adulte, n'a pas rêvé un jour d'être Ah, astronaute? ça c'est sûr qu'on a tous un moment, on n'est peut-être pas tous passionnés, mais même sans être passionnés, je pense qu'on a tous un moment rêvé et on s'est tous imaginé dans l'espace, ça c'est sûr et certain. Ouais, et puis on s'est tous posé des questions sur la Lune, etc. Donc, pour conclure un peu sur tout ce sujet, donc en fait, il faut bien prendre en compte que l'ISS, c'est en fait un bien commun international et un symbole de la collaboration humaine. C'est quand même bien des fois de le signaler, parce que malheureusement, l'histoire récente tente à prouver que c'est rarement le cas. Mais là, Ouais. c'est un bel exemple de solidarité humaine. Ok. Alors, ça j'ai bien compris maintenant ce que ça fait, quel pays participe. Est-ce que tu as des chiffres un peu précis? Parce que je pense que ce sera parlant pour nos auditeurs, nos auditeurs. Je peux pas m'empêcher de repenser à la TVA où quand tu me parlais si j'avais des chiffres et ça paraissait chiant, et ben oui, j'ai des chiffres de Et ça, nouveau. et ça paraît moins chiant. Ça paraît moins Voilà, chiant. soyons Même honnêtes. si en off, ensuite, tu m'as dit que l'épisode était intéressant. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire un rebond sur l'épisode précédent. Totalement. C'est Mais souvent le restons cas dans... des épisodes qu'on a, enfin, pas forcément préparés avec un intérêt aussi grand que certains, mais souvent le résultat, on n'en attend pas forcément grand-chose et il est pas mal. Donc effectivement, au niveau des chiffres, déjà, il faut savoir que c'est le plus grand objet artificiel jamais mis en orbite. Donc au niveau de la taille, il fait 110 mètres de long, 74 mètres de large et 30 mètres de haut. En gros, pour se donner une idée, ça fait à peu près la longueur d'un terrain de foot. C'est un peu plus petit quand même que sa largeur. Et donc 30 mètres de haut, donc ça doit faire à peu près 10 étages. Oh, j'imagine la mise en orbite. Bon, on en reparlera peut-être un peu plus et je vous invite à aller regarder les sources pour voir comment ça a pu être lancé dans l'espace, mais c'est super intéressant. La mise en orbite, justement, donc au niveau des dates de lancement, donc ça a commencé, donc la construction a débuté en 1998, elle s'est achevée en 2011, et justement, en fait, la mise en orbite s'est faite étape par étape. C'est-à-dire qu'on a envoyé, on va dire, des morceaux, pour faire simple, Ok. et qui ont été après associés directement. Je pense que j'avais vu, je suis à peu près sûr qu'il existe des vidéos d'un côté magique où tu vois vraiment un des modules on va dire, qui se déplace tout seul, si je puis dire, pour j'ai envie de dire clipser, c'est évidemment beaucoup plus que ça, mais dans l'idée, comme s'il se clipsait dans un autre module, et puis ça construit au fur et à mesure l'ISS. Donc oui, c'est pas tout un bloc qui est parti d'un coup, c'est un bloc principal, et puis au fur et à mesure, ça s'est greffé. Pour se donner une idée, donc on a une idée de la taille. En 2019, euh, la masse donc, de cet engin était estimée à environ 420 tonnes. D'accord. Ok, ce qui est pas mal. Faut pas que ça tombe. C'est pas un petit poids. Oui, c'est clair. Au niveau de l'altitude, donc on a dit, donc c'est évidemment en altitude, mais donc dans l'atmosphère basse, donc ça se situe entre 370 et 460 km de la surface de la Terre, donc pas extrêmement haut si on compare par exemple avec la Lune ou la distance Terre-Lune ou Mars ou ce genre de choses. Donc c'est pas extrêmement haut, même si forcément 400 km de haut, ça paraît pas anodin. Mais donc tu prends
allez, presque la distance qui nous sépare tous les deux. Tu mets ça en hauteur et puis du coup, ça fait de la Terre à l'ISS. Ok. Est-ce que tu as des infos sur la vitesse? Parce que ça doit tourner, enfin, ça doit suivre la rotation. Ça suit la rotation de la Terre, bien entendu. Et alors ça, je pensais pas du tout, c'est qu'en fait, au niveau de la vitesse, ça va à 27 000 km/h. Et donc, ça permet de faire le tour de la Terre en 90 minutes. Ah, c'est même plus le tour du monde en 80 jours, là c'est en 90 minutes. Donc là, ça aurait été incroyable. Ok, bah écoute, très sympa. Tout à l'heure, tu me parlais de Thomas Pesquet, donc tu me parlais d'un Français, Cocorico. Tu peux nous parler un petit peu, est-ce que ça a été le seul? Est-ce il y a eu un ou une autre Française ou Française qui ont été dans la station ISS? Tu peux nous en parler? Tout à fait. Alors, il y a eu, je vais essayer de pas massacrer son nom, Claudie Aigneret. J'imagine que ça se prononce comme ça. Donc, de ce que j'ai Oui. vu, c'est la seule femme française à avoir visité l'ISS à ce jour. Elle a effectué 2 missions spatiales en 1996 et en 2001, totalisant un ensemble de 25 jours dans l'espace. Et donc, bien entendu, Thomas Pesquet, j'ai envie de dire, qui n'a pas entendu Thomas Pesquet? Je pense qu'on a tous suivi ses aventures. En tout cas, moi, j'ai été passionné de suivre ses aventures. Donc, ça a été le premier Français à devenir commandant de l'ISS. Et en fait, il a effectué un total de 2 missions spatiales de longue durée. La première en 2016-2017, il avait passé Noël, ça je me souviens bien, à l'ISS. Ils avaient d'ailleurs préparé des repas spécifiques pour avoir un repas un petit peu mieux que ce qu'ils mangent d'habitude. Et puis une deuxième mission en 2001, donc 2001, en 2021, pardon, donc 2016-2017, et puis donc 2021, où là, il était donc commandant de l'ISS. Il a passé un total de 396 jours dans l'espace, donc un petit peu plus d'un an. D'accord. Ah ouais, Thomas Pesquet, c'est une légende, hein. Et puis je me souviens encore de ces photos, enfin, qu'il nous avait fait découvrir. C'était vraiment très sympa. Donc deux Français. Et Écoute, il continue d'ailleurs, je le suis sur X, anciennement Twitter. Je pourrais pas m'empêcher de le taguer pour notre épisode. Ça serait trop beau d'avoir un like de sa part, mais sait-on jamais. Mais il poste encore régulièrement des photos pour justement comparer et montrer typiquement par rapport à ce qu'on disait, ben, un petit peu les évolutions qui peut y avoir d'une année sur l'autre. Et bon, sachant que les évolutions, malheureusement, enfin pas d'une année sur l'autre, en l'occurrence entre ces 2 missions, donc on va dire à 5 ans d'écart, et où malheureusement, ben, les évolutions sont pas très positives. d'accord. Ok. Mais écoute, merci pour tout. Est-ce que ce serait pas l'heure de la fameuse rubrique, Thierry? Je te laisse l'annoncer. Alors non seulement c'est l'heure des anecdotes, mais en plus pour une fois on a un petit peu inversé les rôles, puisque c'est toi du coup qui a fait les recherches. Donc cette fois-ci, Sylvain, c'est moi qui t'écoute assidûment pour les anecdotes. Alors, j'adore ça. Alors, j'aurais pu parler de comment manger dans l'espace avec de la nourriture lyophilisée, comment se laver avec parfois des gels sans savon, enfin sans eau. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Ça, vous Comment pourrez voir. boire, comment boire Voilà. bêtement, c'est bête, hein? Parce que Ah, vous comme il n'y a pas pourrez. d'apesanteur, du coup, Exact. bah, tu verses une bouteille, bah, l'eau elle reste sur place. Enfin, il y a plein de problèmes. Voilà. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode ou de différentes recherches. C'était pas le but de l'émission de rentrer autant dans le détail. En tout cas, dans les anecdotes, j'ai trouvé qu'il y avait un poisson rouge dans l'espace. Et oui. En 1993, lors de la mission Space Lab STS-58, un groupe d'aquanautes japonais a envoyé un poisson rouge nommé Tama dans l'espace pour étudier les effets de la microgravité sur les poissons. Ben Donc, oui. malheureusement, Tama n'a pas survécu au voyage et est mort quelques jours après son arrivée dans l'espace. Cette expérience a surtout permis d'en apprendre davantage sur les effets de la pesanteur sur les organismes vivants. Voilà, donc malheureusement, Tama a servi la science, mais a payé de sa vie ce voyage. Par contre, au royaume des poissons, quand il va arriver au paradis, il sera quand même le seul poisson à être mort dans l'espace. Ça a un peu de style. Ouais, puis je me pose la question, comment est-ce qu'il pouvait nager dans son aquarium, justement, avec les problèmes d'apesanteur? Bon, ça J'ai mériterait pas des, eu. des recherches plus poussées, Ouais, ouais, là, mais c'est pas ça le but. soulève plein de questions absolument Pour aller passionnantes. beaucoup trop loin, en parlant d'eau, donc pleurer dans l'espace, c'est pas simple, pas aussi Ben simple non, que sur Terre. Donc, si tu vous faites larguer aller dans l'espace en apesanteur, les larmes ne coulent pas, mais forment plutôt de petites boules autour des yeux. ben Donc, oui. l'astronaute Sunita Williams a décrit cette sensation comme des bulles collantes autour des yeux. Ça doit pas être super agréable. Donc voilà, les astronautes doivent donc utiliser des serviettes pour essuyer leurs larmes. Bon, ça c'est à peu près pareil qu'en bas, mais disons que c'est pour enlever ces petites boules autour des yeux.
Donc, tu vois, Et non, vas-y. non, vas-y, vas-y. Je disais, et il me semble justement en entendant ça qu'ils expliquaient qu'ils étaient obligés régulièrement de se mettre des gouttes dans les yeux parce que les larmes ne circulant pas comme Ouais. nous, l'œil est mal hydraté et du coup ça peut poser pas mal de soucis. Faut quand même pas oublier que c'est pas naturel d'aller dans l'espace. C'est ça, exactement. Le selfie spatial record en 2013, l'astronaute américain Reid Wiseman a réalisé le selfie spatial le plus populaire d'histoire, plus de 40 millions de retweets. Cette photo, elle montre tout simplement Wiseman tenant la Terre dans sa main, une image saisissante, c'était un effet d'optique qui a symbolisé bien sûr l'immensité de l'espace, la beauté de notre planète. J'ai pu trouver également une pizza livrée dans l'espace. En 2001, société très connue Pizza Hut a tenté de livrer une pizza à bord de l'ISS. La pizza n'a finalement pas pu être livrée, mais cette opération a permis de mettre en avant les défis de la logistique spatiale, parce que c'est pareil, hein, le ravitaillement c'est une chose. Donc comment ça marche, c'est pareil. Je peux pas vous rentrer plus dans les détails, mais Pizza Hut a tenté les choses. Est-ce qu'ils tentaient de la livrer en moins de 20 minutes et chaude? Alors c'est 30 minutes chaude, je sais pas. Ils ont pas réussi de toute façon. Donc Ouais, ça voilà, m'étonne pas. la pizza est remboursée, bien N'importe évidemment. quoi. Ils ont même pas pu Le manger peinard une pizza. Bref. Exactement. Maintenant, soyons romantiques. En 2003, l'astronaute russe Yuri Malenchenko et sa fiancée Ekaterina Dmitrieva se sont mariés par procuration, une première dans l'histoire. Malenchenko était à bord de l'ISS, tandis que Dmitrieva se trouvait sur Terre. Donc la cérémonie a été retransmise en direct par la télévision russe. C'est classe, ça, quand même. Bon, le embrasser la mariée était plus compliqué, mais ça a quand même de la gueule. Et l'échange des alliances, du coup. Ça a moins bien marché. Exactement. C'est ça. Mais c'est beau, Il y effectivement. a eu un marathon en 2008. Pareil, l'astronaute Sunita Williams a couru un marathon à bord de l'ISS en utilisant un tapis roulant spécial. Elle a réalisé ce défi pour collecter des fonds pour une association caritative et pour promouvoir l'importance de l'exercice physique dans l'espace. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études, à mon avis, qui ont été faites, mais c'est pas mal. J'aime bien le concept. Non, mais par contre, je sais qu'ils font énormément de sport dans l'ISS, d'une part pour s'occuper, parce que des fois le temps est un petit peu long, et d'autre part parce que de nouveau, du fait de l'attraction terrestre, au niveau des muscles, ils perdent énormément de muscles. Ils perdent de la taille, d'ailleurs aussi, du fait Non, pardon, ils perdent pas de la taille, c'est l'inverse. Ils deviennent plus grands du fait qu'il n'y ait plus d'attraction terrestre, et donc ils sont obligés de se muscler régulièrement, sinon quand ils reviennent sur Terre, c'est une catastrophe. C'est ça. Et il me reste deux anecdotes. La guitare dans l'espace, 2013, l'astronaute canadien Chris Hadfield a joué de la guitare et chanté la chanson Space Oddity de David Bowie dans l'espace. Alors, c'est intéressant parce que cette vidéo, elle est devenue virale et elle a permis de faire connaître l'ISS au plus grand public. J'ai peur, je crois qu'on allait dire ça a permis de faire connaître David Bowie. Mais non, il est quand même Dans suffisamment l'espace, connu il est peut-être pas auparavant. super connu, Peut-être mais moins. ça c'est un autre débat. Et la dernière anecdote, un film tourné dans l'espace en 2021, la réalisatrice russe Kim Shipchenko et l'actrice Yulia Peresil ont tourné le premier film de fiction dans l'espace intitulé Visov, le défi en français quand il est sorti. Et le film raconte l'histoire d'une médecin envoyée dans l'espace pour sauver un astronaute. Donc ça a été tourné dans l'espace, ce film. Alors, dans les sources, ils expliquent que c'est pas vraiment le premier film, mais en tout cas, ça a été celui, on va dire, tourné entièrement dans cet espace, dans l'espace. Voilà, avec que des scènes tournées à cet endroit-là. Tu, Magnifique. tu l'as vu à tout hasard? Je ne l'ai pas vu, mais pourquoi pas le regarder. Il est récent, hein, 2021. Donc Bah, c'est les clair. images doivent être belles en tout cas. Voilà pour moi au niveau des anecdotes. Eh ben super. Eh ben je pense en tout cas moi ça m'a fait un petit peu rêver avec ce temps. Enfin quoique là je regarde pas la fenêtre, il fait un temps à peu près correct, mais de manière générale ce temps maussade, se plonger quelques minutes dans le rêve de l'ISS et de l'espace, ça fait un bien fou. Donc merci Sylvain pour les préparations. Et puis bah, j'espère que ce sera pareil pour nos auditeurs. Et retrouvez-nous, comme d'habitude, après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, pour différentes infos que Thierry nous poste. Il like des gens, il va tenter de se faire liker par Thomas Pesquet. Et voilà, vous pouvez retrouver toutes les news concernant notre podcast. À toi Thierry. De toute façon, si je me fais liker, ensuite je l'envoie à MP et je demande à ce qu'il participe à un de nos épisodes. T'imagines le truc?
Ce serait pas mal. On devrait cartonner les scores, je pense. En attendant, et même si ensuite en cartonne, ça restera en place, donc vous pourrez vous rendre sur notre site www.auffaitcestquoi.fr pour en fait, retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, parce que forcément, hein, il y a tous les épisodes depuis le début. Le lien également vers notre chaîne YouTube. On me l'a demandé, on n'a pas beaucoup de gens qui regardent, donc n'hésitez pas à y aller, à liker, à partager, à mettre des commentaires, vous savez comment ça marche. Et donc notre fameux compte X, anciennement Twitter. Et puis également, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!